Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus une nouvelle fois aussi nombreux pour cette nouvelle soirée proposée par l'Agora des Savoirs et la ville de Montpellier. Avant de laisser la parole à notre invité du soir, un très bref mot pour vous dire et vous prévenir que la semaine prochaine, on a quand même une séance, même si on est pendant les vacances, on déroge à notre règle de ne rien programmer en partenariat avec l'opération des 80 ans de la libération qu'on avait commencé l'année dernière, que la ville de Montpellier avait initié. On a une sorte de queue de comète, donc le jeudi 20 février, avec Jean-François Murassiol, qui est professeur d'histoire contemporaine et qui viendra présenter son livre publié chez Odile Jacob, dont on parlait à l'instant, Quand De Gaulle libère Paris. Et puis on reprendra donc des Agora des Savoirs, une Agora des Savoirs normale, un mercredi à 19h, ça sera le 5 mars, avec un autre historien, Jérémy Foa, qui est aujourd'hui en France un des très très grands spécialistes, peut-être le grand spécialiste de l'histoire des guerres de religion en France et d'ailleurs plus largement en Europe. Un bref mot également pour vous remercier, Hélène Levenbrück, d'avoir accepté l'invitation de l'Agora des Savoirs. On est très heureux de vous accueillir ici ce soir. Vous êtes linguiste, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous menez vos recherches au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition. Alors, une fois n'est pas coutume, on met à l'honneur ce soir un livre un tout petit peu ancien, puisqu'il avait paru chez De Noël, je crois, en 2022, et à ma grande honte, j'étais passé à côté de cette publication, mais les éditions Pocket ont eu la grande idée de le republier en format, et surtout, il se trouve que lors d'une discussion avec la romancière Maëlys de Kerangal, il faut toujours écouter Maëlys de Kerangal en toute situation, et surtout suivre ses conseils. Elle me dit, mais quoi, tu ne connais pas ce livre, il faut absolument que tu lises Le mystère des voies intérieures. Effectivement, je l'ai acheté. Effectivement, j'ai été happé et complètement passionné par cette histoire que va tout de suite nous narrer Hélène Levenbrück. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Moyennement. Ah, je vais me rapprocher peut-être. Donc, je voudrais remercier Régis Penalba pour son invitation et puis également toutes les personnes de l'organisation et puis les deux personnes qui vont signer ce soir. Et pour commencer, pour rentrer dans ce mystère des voies intérieures, je vous propose une petite expérience introspective. Et donc, je vais vous demander de lire simplement les instructions qui vont apparaître à l'écran.
Alors voilà, vous avez peut-être expérimenté cette petite voix dans la tête, qu'on appelle comme ça entre nous, mais on parle plutôt de monologue intérieur. Monologue, c'est pas très bon parce qu'en fait, il s'agit parfois d'un dialogue intérieur, on va le voir. On parle aussi de parole intérieure, et là encore, le terme n'est pas toujours adapté parce qu'il s'agit parfois plutôt de langage que vraiment de parole. On parle aussi de discours intérieur, mais évidemment, ce n'est pas toujours des discours, parfois c'est plutôt des bribes, des fragments. On a aussi le terme de pensée verbale ou de langage intérieur, et moi, le terme que je préfère, c'est endophasie. C'est un terme qui paraît un peu médical, et d'ailleurs, oui, ça a été inventé par un médecin français qui s'appelait Georges Saint-Paul. En 1892, il a introduit ce terme qui veut dire simplement le langage, phasie, à l'intérieur de soi, endo, c'est-à-dire la production intériorisée de langage, sans articulation ni émission de son, sans geste. Alors ces termes variés, en fait, ils reflètent finalement la diversité de ces expériences de langage à l'intérieur de soi. Là, vous voyez cet essai de Georges Saint-Paul qui a interrogé à son époque un grand nombre de personnalités. Puis il leur a demandé comment ça se passait dans leur tête. Et donc, on va voir s'afficher un certain nombre de témoignages des personnes de l'époque. Et donc, une certaine personne disait « j'entends ma parole intérieure », donc avec un sentiment d'avoir une sensation auditive. Et puis, une autre personne a dit « j'articule mentalement tous les mots de mes pensées ». Donc, plutôt une sensation articulatoire, motrice. Une autre « je lis les mots de mes pensées, je les vois écrits devant moi ». Ces mots sont tracés en caractères d'imprimerie et tous sur une seule ligne. Donc là, on a des représentations visuelles. Et puis, une autre personne qui dit non, je n'entends pas les mots de mes pensées. Donc là, on a l'absence de sensation à l'intérieur de soi. On a encore d'autres variations, cette fois-ci sur le plan du monologue, c'est-à-dire que mes pensées se présentent presque toujours sous la forme du monologue. Dans ce cas, j'ai la sensation très nette de parler mentalement et j'entends le son de ma propre voix, ou bien sous celle du dialogue. Et alors, les réponses des personnages évoqués sont entendues sans être parlées par moi, avec leur voix réelle ou avec une voix d'emprunt s'ils sont inconnus. Donc on voit déjà cette variation entre monologue et dialogue dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, encore une autre variation. Au moment où les mots qui traduisent ma pensée arrivent en moi, je les prononce mentalement ou ils se prononcent mentalement. Donc on va voir qu'en fait, cette diversité de formes, elle correspond finalement à 3 grandes dimensions. Et avant de parler de ces dimensions, je vais vous dire comment on en est arrivé là. On en est arrivé là en interrogeant des personnes. Ça a été la méthode pendant longtemps. C'était ce qu'a fait Georges Saint-Paul. Mais aussi en faisant des mesures expérimentales. Et avec actuellement la neuroimagerie, on peut en savoir plus sur comment ça se passe dans notre tête. On peut aussi mesurer certains comportements, avoir certaines astuces de psycholinguistes. Et tout ça, ça nous permet d'en connaître plus sur le langage intérieur. Donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, ils sont en lien avec un projet qu'on a mené à Grenoble, le projet Inner Speech. Mais c'est aussi une collection de résultats à travers le monde, d'autres équipes de recherche qui s'intéressent au langage intérieur. Et en particulier, des résultats aussi observés par Stéphanie Smadja, qui est une linguiste qui est maintenant à l'Université de Toulouse et qui mène, elle, une approche plus basée sur des questionnaires, des entretiens phénoménologiques, où elle interroge les personnes sur comment ça se passe dans leur tête. Et en confrontant toutes ces données, à la fois subjectives et ces mesures expérimentales, on arrive à en savoir un peu plus sur l'endophasie, le langage intérieur. Et donc, on en est venu à Grenoble à proposer un modèle qu'on appelle Condialinte, qui représente les 3 grandes dimensions de l'endophasie. La condensation, on va voir que l'endophasie est parfois condensée et parfois développée. La deuxième dimension, c'est la dialogalité, du monologue au dialogue. Et puis la troisième, c'est l'intentionnalité, des formes non intentionnelles aux formes intentionnelles. Et on voit finalement que Georges Saint-Paul, il avait déjà mis le doigt sur ces 3 dimensions, puisque là, je vous remets quelques-uns des extraits de personnes qui avaient observé des variations sur ces 3 dimensions. Alors, commençons par la condensation. Donc, on va aller du développé au condensé. On va commencer par les formes développées auditives. Alors, encore un petit peu d'introspection. Quand on parle dans sa tête, on peut parfois entendre des différences d'intonation. Par exemple, le mot endophasie qui s'affiche à l'écran, vous pouvez peut-être le lire intérieurement avec différentes intonations.
Et peut-être que si vous entendez ces différentes intonations, c'est qu'il y a bien des corrélats auditifs. Alors ça, c'était l'introspection, mais on peut le mesurer expérimentalement. Et une des astuces utilisées par les psycholinguistes, c'est de faire prononcer des virelangues. C'est ce qu'on a fait en introduction avec les chaises sèches. Quand on fait répéter 16 chaises sèches, on va avoir des répétitions, des erreurs dans la prononciation. Et ces erreurs dans la prononciation à voix haute, on les retrouve aussi quand on répète dans sa tête. Et le fait qu'on puisse entendre nos erreurs, ça nous indique bien qu'il y a des sensations auditives. Le fait qu'on puisse repérer ces erreurs, c'est qu'on les entend. Et donc tout ça nous indique qu'il y a bien des corrélats auditifs. On a aussi un effet qu'on appelle la transformation verbale. Si je répète le mot béton, tomber, au bout d'un moment, vous entendez peut-être tomber. Et ça marche aussi quand on le fait dans sa tête. Et donc, on entend dans sa tête tomber qui apparaît, cette transformation verbale. Aussi, si je vous fais écouter des stimuli ambigus, des sons ambigus entre Abba et Ava, par exemple, c'est une synthèse, je fais de la synthèse vocale et je mélange les deux. Si je vous fais écouter ça, vous allez me dire, je sais pas, c'est peut-être Abba, c'est peut-être Ava. Mais si en même temps que je vous fais écouter ces sons, je vous demande de prononcer dans votre tête Appa, par exemple, eh bien vous allez être biaisé parce que vous prononcez dans votre tête. Et donc le fait que ce qu'on entend peut être influencé par ce qu'on est en train de se dire dans sa tête, ça signifie que c'est dans la même dimension, donc dans cette dimension auditive. Et puis on a la neuroimagerie. Quand on demande à des participants de parler ou de lire dans leur tête, on va voir s'activer le cortex auditif, et donc ça nous indique, donc qui est dans les régions temporales supérieures gauche, et donc ça nous indique bien qu'il y a une sensation de voix, il y a un traitement auditif qui se fait quand on parle dans sa tête. Ce qu'on voit, ouais. Et là aussi vous avez des régions activées lors de la parole intérieure. Donc tout ça pour dire que dans certains cas, l'endophasie peut avoir une forme développée jusqu'à avoir cette sensation sensorielle auditive. On a une autre forme de développement qui est le développement articulatoire ou moteur. On va encore faire une petite expérience. Je vais vous demander d'arrondir les lèvres comme si vous vouliez prononcer le son O et de bien maintenir les lèvres ouvertes comme si vous vouliez faire O et dans le même temps, imaginez que vous prononcez M. Et peut-être qu'au moment où vous essayez d'imaginer que vous prononcez M, vous ressentez une légère contraction dans les muscles de vos lèvres. Cette légère contraction, elle est là parce que quand on imagine me, en fait, on va parfois jusqu'à planifier, jusqu'à programmer le geste moteur nécessaire pour faire cette fermeture labiale. Donc ça, c'est un sentiment qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut le vérifier ? La solution, c'est de mettre des capteurs sur les lèvres de participants. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo. C'est une jeune femme qui a des capteurs d'électromyographie qui mesurent l'activité musculaire des lèvres. Et on a pu montrer que lorsqu'on demande à des participants de parler dans leur tête, l'activité musculaire dans les lèvres est plus élevée que quand les personnes sont dans un repos parfait, dans une relaxation parfaite. Pour les personnes qui parlent en langue des signes, en signe intérieur, cette fois-ci, l'activation qui augmente, c'est celle des muscles du doigt. Donc ça nous indique qu'il y a bien une planification, une programmation motrice en jeu dans certaines situations de langage intérieur. On peut aussi mesurer la respiration. Peut-être que vous avez observé que quand on est au repos, on a des cycles respiratoires symétriques. On a l'inspiration et l'expiration qui durent le même temps. Alors que quand on parle, on a des phases d'inspiration très courtes et c'est pendant l'expiration que le son est produit et donc l'expiration est plus longue. Et il se trouve qu'en langage intérieur, on retrouve cette asymétrie, ce qui nous indique là encore qu'il semble y avoir un engagement du système moteur, du système respiratoire lorsqu'on produit du langage intérieur. Oh, pardon. Alors, j'ai été trop vite. Et en neuroimagerie, on observe là aussi le fait que lorsque des personnes parlent dans leur tête, on va avoir une activation des cortex moteurs et prémoteurs qui nous indique encore une fois cet engagement du système de planification motrice. Donc on a des formes d'endophasie qui sont développées sur le plan auditif, qui sont développées sur le plan articulatoire pour les muscles, les organes de la parole, de l'articulation, ou gestuelle quand on parle en langue des signes. Donc l'endophasie prend parfois cette forme complètement développée, avec des paroles qui paraissent articulées, audibles, visibles intérieurement, mais pas toujours.
Alors, on va faire encore une petite expérience. Je vous demande de chercher dans votre tête les mots qui correspondent à ces définitions. Trouvé? Ou bien est-ce que pour certains, vous avez eu la sensation du mot sur le bout de la langue? Cette sensation, parfois, quand on cherche à parler, on a le mot, mais pas en entier. On sait que ça commence par, on sait qu'il y a 2 syllabes, on sait que ça finit par tant, mais on n'a pas accès à la forme entière du mot. Et ça, c'est des moments où on a quand même de l'endophasie, puisque c'est du langage, le mot est bien là, mais on n'a pas un accès complet à la forme déployée du mot, développée du mot. Et donc, si on interroge un peu des personnes, certaines personnes vont dire que quand elles parlent dans leur tête, c'est parfois juste du sens. On a le sens du mot, on a la sémantique, mais il n'y a pas de son, il n'y a pas d'articulation, on a juste des fragments, des parties de mots. Effectivement, on peut essayer d'étudier ça en trouvant des définitions complexes de mots qui ne sont pas très fréquents. Et on va observer cet effet du mot sur le bout de la langue, où on peut voir quel type d'informations on a sur les mots, et c'est que des informations partielles. On peut mesurer aussi le débit d'élocution, et on se rend compte que quand une personne dit une phrase dans sa tête, elle va mettre moins de temps que quand elle le dit à voix haute. Les vire-langues aussi, dont on a parlé tout à l'heure, les chaises sèches, on fait plus d'erreurs à voix haute qu'en parole intérieure. Donc il semble qu'il y ait une atténuation, une forme de condensation ou de diminution du langage quand il est parlé à l'intérieur de soi par rapport à voix haute. Pardon. Et la neuroimagerie, là encore, elle nous indique que dans certaines situations, on n'a pas d'activation du cortex auditif lors du langage intérieur. Donc ça n'est pas toujours le cas que le langage intérieur est audible, articulé intérieurement. Parfois, il est sous une forme un petit peu moins développée. Donc finalement, on a un continuum. Est-ce que la parole intérieure, c'est toujours une voix ? Bien non. On a parfois des voix dans la tête, des formes très développées, incarnées, audibles, visibles, sensibles. Et puis d'autres fois, on va avoir de la sémantique pure, des formes très condensées, sans sensation auditive ni articulatoire. Alors on peut entrer maintenant dans la deuxième dimension, celle de la dialogalité. Et je vais vous demander de lire cette phrase. Alors pour celles et ceux qui connaissent ce chanteur, est-ce que vous avez pu entendre la voix de Louis Armstrong ? Pour ça, voilà. Donc on a des situations où on peut imaginer quelqu'un nous parler ou quelqu'un nous chanter. Et puis d'autres situations où on va avoir des monologues purs, des formes monologales. Donc les situations de soliloque intérieur avec sa propre voix, c'est quand on veut préparer une prise de parole, par exemple, lorsqu'on raisonne, lorsqu'on planifie sa journée, lorsqu'on évoque le passé ou le futur. Là, on est vraiment soi-même en train de parler. On peut soliloquer intérieurement en imitant la voix d'autrui. C'est ce qu'on fait quand on lit une BD, un livre avec des dialogues. Mais dans ces situations-là, on est le locuteur ou la locutrice, que ce soit avec notre propre voix ou avec une voix imaginée. Mais on est aussi notre propre interlocuteur, finalement, parce qu'on ne dit pas « je dis » à l'intérieur de moi, on dit « je me dis ». Et donc ce « me », c'est qui? C'est moi. C'est ce que les linguistes appellent la diathèse moyenne, c'est-à-dire une voix qui est à la fois la voix passive et la voix active. Je suis à la fois en train de faire l'action et puis quelqu'un me fait l'action, quelqu'un me parle. Et là, on peut citer ce beau poème de Louis Aragon. « Je vois sa main bouger, sa bouche, et je me dis qu'elle reste pareille aux marches du silence. » Donc là, on est dans un paradoxe sur le plan pragmatique linguistique, c'est-à-dire qu'on a un discours sans allocuteur. L'allocuteur, c'est moi-même. Ça, c'est les formes monologales, mais on a aussi des formes vraiment dialogales, c'est-à-dire qu'on peut imaginer quelqu'un qui s'adresse à soi, avec cette fois-ci un changement de perspective. On imagine Louis Armstrong ou Dark Vador. Et ça, c'est des situations qu'on a quand on anticipe une conversation, quand on prépare un entretien, par exemple. Quand on imagine une conversation,
Certaines personnes, pour prendre des décisions, elles vont imaginer des personnages à l'intérieur d'elles-mêmes, puis ça leur permet de peser le pour et le contre en laissant chaque personnage développer les arguments. On peut avoir des conversations remémorées, se raconter, se voyager mentalement dans le temps. On peut l'utiliser aussi comme un coach mental. Il y a certaines personnes, et notamment les sportifs, qui utilisent ça pour s'auto-réguler, pour s'auto-motiver. Donc voilà des formes dialogales. Et là, cette fois-ci, on est l'allocuteur. C'est-à-dire le message nous est adressé, mais en même temps, c'est nous qui créons le message. Donc on est aussi le locuteur. Donc on est encore une fois dans une situation de paradoxe. Alors si on fait de la neuroimagerie, on peut montrer qu'effectivement, ces impressions qu'on a de dialogue à l'intérieur de soi, elles correspondent à des réseaux cérébraux bien spécifiques. Donc ici, vous avez le réseau cérébral de personnes en train de parler dans leur tête de façon monologale, tout simplement avec leur propre voix. Et donc on voit les réseaux du langage classiquement activés, c'est-à-dire les régions frontales inférieures gauche, et puis les régions temporales, les régions auditives. Donc on a bien cette planification motrice, cet engagement moteur, et puis aussi cette sensation de petite voix dans la tête. Et puis, quand on demande aux personnes de produire de la parole en changeant leur voix, en imitant la voix d'autrui, eh bien là, on va voir des réseaux un petit peu différents qui s'activent avec une augmentation des activités dans l'hémisphère droit qui correspondent à cette génération de la voix d'autrui qui nous demande de vraiment bien contrôler l'intonation et le timbre d'autrui. Et enfin, on peut demander à des personnes d'imaginer que quelqu'un leur parle, c'est-à-dire cette fois-ci que comme s'il y avait un changement de perspective. Et là, on va encore avoir une augmentation des activités dans l'hémisphère droit, avec notamment dans le lobe pariétal, ces activations qui nous permettent de prendre la perspective d'autrui. Donc on voit qu'on est équipé finalement avec des réseaux cérébraux qui nous permettent de parler de façon monologale ou de façon dialogale en imaginant qu'autrui nous parle. Donc voilà un continuum de nouveau, depuis des formes monologales où on est soi-même s'adressant à soi-même, jusqu'à des dialogues où on peut avoir la voix d'autrui s'adressant à nous-mêmes. Et voici la troisième dimension, l'intentionnalité, et on va commencer par une lecture d'un grand linguiste, Gabriel Bergoglio. Avez-vous eu le sentiment que votre esprit vagabondait parfois pendant cette lecture? Et dans ces moments-là, est-ce que vous vous êtes parlé dans votre tête? Et est-ce que vous aviez l'intention de parler dans votre tête à ce moment-là? Voilà, donc on a ces situations parfois d'endophasie intentionnelle, volontairement, délibérément, on peut produire du langage dans sa tête quand on veut retenir un numéro de téléphone, par exemple, quand on apprend un texte par cœur, quand on veut planifier ses rendez-vous de la semaine, quand on fait une liste de courses, quand on compte, quand on calcule, quand on prépare un exposé, un écrit, quand on prie, quand on se motive. C'est vraiment des situations où intentionnellement, on choisit de parler dans sa tête. Mais il va y avoir un grand nombre de situations où les formes d'endophasie sont non intentionnelles. Elles ont l'air d'être irruptives, soudaines, évanescentes, fugaces. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vagabondage mental verbal ou bien la divagation, la rêverie éveillée. Ça arrive souvent quand on fait des tâches un peu automatiques, comme faire la vaisselle ou tondre la pelouse, quand on décroche d'une tâche, d'une lecture, quand on écoute quelqu'un d'un peu barbant, j'espère que ça ne vous arrive pas trop, quand on marche, quand on est dans le bus, quand on est à vélo, quand on médite, même quand on médite où on essaye parfois de limiter les pensées verbales, en fait, on va les voir apparaître de façon soudaine. Et donc ces moments-là, ça va être des moments intéressants pour nous les chercheurs parce qu'on se demande comment c'est difficile à suivre de savoir quand ça va arriver et pourquoi ça arrive. Ça correspond parfois à des phases de créativité. Donc c'est souvent « faut pas que j'oublie d'acheter mon billet de train ». On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là.
Et ça fait partie aussi des eureka que rapportent certains scientifiques. Donc c'est des pensées imprévues, mais qui sont parfois exprimées sous forme de langage. Ça participe aussi à l'autoréflexion, et puis on va le voir, parfois ça participe de la rumination. Et là aussi, ce qu'on a l'impression d'être introspectivement comme vraiment deux formes différentes, intentionnelles et non intentionnelles, on le retrouve au plan cérébral. Donc à gauche, je vous ai remis ce réseau cérébral de l'endophasie intentionnelle, celle qui est quand on décide de parler dans sa tête. Et puis à droite, ça c'est une situation où on a demandé à des participants de simplement regarder un disque qui tournait tout simplement pendant un certain temps, et on leur demandait rien d'autre. Et puis on leur a demandé a posteriori de dire à quels endroits du disque ils avaient eu l'impression de parler dans leur tête. Et pour ceux qui avaient eu l'impression de parler dans leur tête à certaines situations, on a regardé quelles étaient les activations cérébrales. Et comme vous le voyez, le réseau cérébral il est un petit peu différent et il correspond un petit peu à ce qu'on appelle le réseau par défaut. Donc là, on a une activation du fameux réseau par défaut qui est ce que fait notre cerveau quand il est censé rien faire, quand il est censé être au repos. Et en fait, il contient là aussi des activations des régions du langage. Mais donc, on voit que ce n'est pas exactement les mêmes régions et les mêmes réseaux qui sont activés pour ces deux formes de langage intérieur, d'endophasie, ce qui correspond bien au fait qu'on a ce sentiment qu'il y a une dimension importante là aussi. Donc, on a encore un continuum depuis des formes intentionnelles où on a vraiment le sentiment de se parler délibérément et d'être l'auteur ou l'autrice de ces paroles intérieures, et puis jusqu'à des formes vraiment plus spontanées, on va dire, mais elles sont vraiment pas, elles viennent pas de nulle part. Elles surviennent sans qu'on ait vraiment le sentiment de les avoir décidées, de les avoir produites délibérément, intentionnellement. Alors, on a vu un peu les formes, les variations sur le plan de la forme de l'endophasie. Maintenant, on va s'intéresser à sa fonction. À quoi ça sert de parler dans sa tête ? La première fonction, pour moi, c'est la fonction communicative. Le langage intérieur, l'endophasie, ça nous permet de préparer les échanges avec autrui. Pour parler, alors d'abord, il y a des modèles théoriques du contrôle de la parole à voix haute qui indiquent que pour bien parler de façon fluide à voix haute, en fait, juste avant, on a une petite préparation, une petite simulation interne. Cette simulation interne, c'est ça l'endophasie. Mais on peut le voir aussi quand on est en train de préparer un entretien ou de répéter un discours, on va pouvoir le répéter mentalement. Et cette répétition mentale, avant une prise de parole publique, elle va contribuer à avoir une meilleure communication, à avoir une parole plus fluide. Préparer un entretien, préparer une conversation. Donc finalement, la fonction première de l'endophasie, c'est le contrôle et l'ajustement de la parole à voix haute. Donc une fonction communicative. La deuxième, c'est une fonction cognitive. C'est que l'endophasie va être un outil de structuration de la pensée, d'étayage du raisonnement, du maintien de l'attention et de la mémorisation d'informations. On va regarder ça en détail. Une des premières fonctions, opérations cognitives que les psycholinguistes et les psychologues ont étudiées, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est cette mémoire à très court terme qui nous permet de retenir un petit nombre d'informations comme un numéro de téléphone ou une liste de courses. Ben là, on sait que si on prononce mentalement les items, les choses à se rappeler, eh bien, on va pouvoir mieux les retenir. Certaines personnes vont plutôt les voir mentalement que les prononcer mentalement. Mais cette mémoire de travail, il semble que dans un grand nombre de cas, elle soit verbale. Elle soit donc de l'endophasie. On a aussi une utilisation dans la mémoire à long terme, parce que pour encoder, pour stocker, pour retrouver des informations, on va pouvoir utiliser aussi le langage intérieur. On a pu montrer que l'endophasie, elle a aussi un rôle dans le raisonnement, dans la pensée, c'est-à-dire la résolution de problèmes, dans le calcul mental. Le fait de verbaliser intérieurement les étapes d'un problème, ça peut aider à le résoudre. Dans la prise de décision, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, le fait d'utiliser le langage pour peser le pour et le contre quand on doit prendre une décision, ça va permettre aussi d'arriver à cette décision. Et là, je vais simplement vous rappeler un petit texte de Robinson Crusoe qui est intéressant parce qu'il dit « Après un long débat avec moi-même, je conclus que cette île, si agréable, si fertile et si proche de la terre ferme que j'avais vue, n'était pas aussi abandonnée que je l'avais cru. »
etc. Je vous laisse lire le reste. Et si je donne tous ces extraits, j'ai parlé d'un poème d'Aragon, là je vous parle de Robinson Crusoe, c'est que pour moi c'est important de regarder aussi les textes littéraires parce que les écrivains, les poètes, les auteurs en général, les philosophes aussi évidemment, mais sont aussi des explorateurs du langage intérieur, des explorateurs de l'intime, et ils vont nous donner aussi des éléments sur comment c'est dans notre tête. Donc la prise de décision, mais aussi la flexibilité cognitive. Ça, c'est une opération cognitive qui est importante, ou une qualité cognitive qui est importante, c'est le fait de savoir passer d'une tâche à l'autre. Parfois, quand on est dans une tâche, on peut finir par ne pas arriver à passer à une autre tâche. C'est ce qui arrive quand on est sur son téléphone et qu'on est en train de scroller. On peut rester longtemps comme ça sur son téléphone en oubliant que la casserole est sur le feu. Et ça, le fait de ne pas arriver à passer d'une tâche à l'autre, ça peut être gênant pour certaines de nos tâches cognitives. Et là, la petite voix dans la tête, l'endophasie, elle peut aider à maintenir l'attention sur nos tâches de plus haut niveau. Et en tout cas, elle peut nous aider dans cette capacité de passer d'une tâche à l'autre. Et puis, on a le maintien de l'attention elle-même, c'est-à-dire pour rester concentré sur une tâche qui est difficile, l'endophasie va pouvoir aussi être aidante. Dans la pensée élaborée aussi, on a pu montrer que le langage était impliqué, le langage intérieur, parce que l'endophasie, ça permet de focaliser l'attention sur ses pensées, et ça permet aussi de mémoriser ce à quoi on est en train de penser, et ça permet de déployer, de complexifier notre pensée. Et enfin, la troisième fonction importante de l'endophasie, c'est ce qu'on appelle l'autonoèse, c'est-à-dire la conscience de soi au cours du temps. L'endophasie, elle permet aussi d'entrer en contact avec soi-même. Elle permet l'autorégulation, déjà, c'est-à-dire se corriger, s'améliorer, se censurer. Et là, on va citer Stendhal, puisque je suis grenobloise, alors je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Stendhal. Et voilà un exemple où le Julien Sorel est en train de s'autoréguler. Il n'y a qu'un sot, se dit-il, qui soit en colère contre les autres. Une pierre tombe parce qu'elle est pesante. Serais-je toujours un enfant ? Quand donc aurais-je contracté la bonne habitude de donner de mon âme à ces gens-là juste pour leur argent ? Donc, s'auto-corriger en utilisant le « se dit-il », en se parlant, mais aussi s'auto-motiver. L'endophasie, ça permet de s'encourager, de se réconforter, de se consoler. Allez Hélène, tu vas parler un petit peu plus vite parce que là, tu es un peu longue. Et on a aussi dans l'autonoèse non seulement la régulation de soi, mais aussi la possibilité de voyager dans le temps. Le voyage mental, c'est l'imagination, l'anticipation de situations futures, prévoir ce qu'on va faire plus tard, ou rappeler des situations passées, évoquer par le langage des situations d'autrefois. Et donc, puisqu'on a ces capacités de voyager dans le temps, on va pouvoir aussi s'imaginer soi dans le temps, et donc ça nous ramène à la conscience de soi. L'endophasie, elle va nous donner des outils pour se représenter soi-même et représenter les autres. On a ces mots « je »,« moi »,« tu »,« toi » qui vont nous aider à conceptualiser soi et autrui. L'endophasie va aussi renforcer la focalisation, l'attention sur soi. Elle va renforcer nos intentions, nos volontés, nos actions. Et on a ces mots qui expriment la volonté comme « je veux »,« je vais »,« je peux », qui peuvent être utilisés intérieurement et qui vont renforcer nos intentions. Et en particulier, les formes d'endophasie développées, quand on entend bien ce qu'on est en train de dire dans sa tête, ça va rendre encore plus prégnant nos intentions, nos engagements, nos sentiments. On en arrive à la conception du soi narratif qui avait été développé au départ par Daniel Dennett et puis que Paul Ricoeur a repris aussi, qui est que finalement le soi va être une construction, une série de récits que les autres font sur nous et que nous-mêmes nous faisons sur nous-mêmes. Et on va agréger tous ces récits de soi pour construire ce sentiment d'être une personne. Je suis une chercheuse, je suis une mère, je suis une compagne, je suis une touriste à Montpellier. Et tous ces récits de moi font cette personne que je suis. Et donc l'endophasie, elle contribue à ce qu'on appelle la conscience autonoétique, c'est-à-dire qu'elle permet de se raconter à soi-même et d'intégrer les récits des autres sur soi. Et tout ça, ça va enrichir chaque jour le soi narratif et contribuer à construire une conscience de soi étendue dans le temps. Je suis la même personne aujourd'hui que celle que j'étais hier et je peux me projeter dans le futur.
C'est par l'endophasie qu'on peut aussi mieux organiser nos souvenirs dans le temps. Et tout ça, ça va contribuer à construire, à fabriquer ce sentiment de soi intégré et cohérent dans le temps. Oh, c'est dommage, on l'a perdu. Un très joli texte de Virginia Woolf, dans Les Vagues, où un des personnages, je crois que c'est Bernard, dit « Je bats monnaie avec les mots, je souffle mes bulles de savon à travers les choses. Et ces observations me permettent de me différencier, de me construire. En écoutant la voix intérieure qui me crie de noter tout ce que je rencontre au cours de mes flâneries, je me crois appelée à trouver, durant une nuit d'hiver, le sens de toutes ces choses, le lien qui les unit, et à faire le total qui les additionne toutes. » Et donc on arrive à cette notion que l'endophasie est vraiment au cœur de la communication, de la cognition et de l'autonoèse. Mais le langage pour soi n'est pas toujours intériorisé. Ça peut arriver qu'on parle à voix haute pour soi-même. Et finalement, c'est assez juste parce que ça va renforcer cette attention sur ce langage intérieur. Et donc, s'entraîner à voix haute pour un entretien ou une communication, ça peut être bénéfique. Penser, réfléchir à voix haute, ça peut aider aussi. Ça peut aider notamment à se concentrer quand il y a du bruit autour. S'auto-encourager ou s'auto-réguler à voix haute, ça peut être plus efficace. Donc, se rappeler que l'endophasie, parfois, elle va être tellement développée qu'elle peut devenir externalisée, extérieure et à voix haute. Alors, est-ce que tout le monde a une petite voix dans la tête? Et est-ce que tout le monde se parle de la même façon? Alors, on va traiter là de quelques notions un petit peu techniques, la fantaisie et l'hyperfantaisie. On va parler aussi d'aphasie, puis on va parler de surdité. Et d'abord, pour aborder ces notions, je vais vous demander de lire silencieusement ce menu. Alors, en lisant ce menu, est-ce que vous avez entendu une voix? Vous pouvez lever la main si vous avez entendu une voix. Est-ce que vous avez vu des gestes ou des signes? Est-ce que vous avez vu les morceaux de fraises? Senti l'odeur des fraises, les gariguettes? Ressenti le goût du citron? Ressenti le picotement, le toucher de la glace sur la langue? Donc là, on vient d'expérimenter ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Et l'imagerie mentale, elle peut se faire dans plusieurs modalités. Dans la modalité auditive, dans la modalité visuelle, dans la modalité olfactive, dans la modalité gustative et dans la modalité tactile. On a aussi la modalité kinesthésique, le fait qu'on puisse aussi mentalement imaginer des mouvements. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Le mot imagerie n'est pas très bon parce que ce n'est pas toujours des images, justement, puisque ça peut être plusieurs modalités. Ce sont ces représentations mentales qu'on a, qui sont accompagnées d'une expérience d'information sensorielle, vraiment qui mobilise nos sens, le goût, la vue, l'audition, l'ouïe. Et ça, alors qu'il n'y a pas de stimulus. Le carpaccio de fraise, il n'était pas présent. Voilà, donc on a toutes ces modalités sensorielles qui peuvent être impliquées, visuelles, olfactives, gustatives, tactiles, proprioceptives, kinesthésiques, et puis auditives, bien sûr, et auditives verbales. Je fais une petite distinction ici parce qu'il semble qu'il y ait une différence. Il y a des personnes qui peuvent bien imaginer des bruits, mais moins bien des voix, on va le voir. Et donc peut-être qu'on peut se dire que ce n'est pas exactement les mêmes réseaux cérébraux en jeu. En tout cas, il y a le fait qui a été perçu depuis très longtemps, les philosophes depuis Taine déjà, ou même depuis Georges Saint-Paul dont on a parlé tout à l'heure, avaient cette notion qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'imagerie mentale volontaire. Mais c'est une notion qui a été redécouverte récemment grâce à des travaux en neurologie par un neurologue britannique. Et il en est venu à proposer ce terme, on appelle ça aphantasie, absence de fantaisie, c'est-à-dire absence d'imagerie. Et puis on va avoir des personnes qui ont l'inverse, c'est-à-dire une hyperfantaisie,
c'est une imagerie mentale qui a une vivacité comparable à celle de la perception réelle, c'est-à-dire que le carpaccio de fraise, il est là sur la table, comme s'il était vraiment présent. Et on estime qu'il y a environ entre 1 et 3% de la population qui a soit une aphantasie, une absence d'imagerie mentale volontaire, soit une hyperphantasie, c'est-à-dire une imagerie proche de la réalité. Et entre les deux, il y a des fluctuations. Et donc ça concerne aussi l'endophasie, c'est-à-dire que les personnes qui ont une aphantasie auditive verbale, ce sont des personnes qui se parlent dans leur tête sans sensation de voix à l'intérieur d'elles. Et puis les personnes qui ont une hyperphantasie auditive verbale, ce sont des individus qui ont des voix intérieures aussi sonores que leur voix haute et qui imaginent les voix d'autrui de façon aussi sonore intérieurement que si ces personnes étaient vraiment présentes. Et donc, nous, on explique cette variation entre aphantasie et hyperphantasie sur le continuum de condensation. Finalement, les individus qui ont une aphantasie, une absence de sensation de voix dans leur tête, c'est des personnes qui parlent dans leur tête avec une endophasie toujours condensée. Et puis, les personnes qui ont une hyperphantasie, au contraire, leur endophasie est très déployée avec tous les corrélats, toutes les sensations physiques, sensorielles associées. Alors, un autre cas intéressant, une autre variation, c'est l'endophasie quand on ne peut plus parler à voix haute. Et ça, c'est le cas de l'aphasie non fluente. Donc ça, c'est un trouble de la production du langage qui résulte d'une lésion cérébrale acquise, d'un AVC par exemple. Et là, dans ces situations-là, certains patients vont rapporter que, alors qu'ils ne peuvent plus parler à voix haute, leur parole intérieure est préservée. Et là, je vous donne le témoignage de Jacques Lorda, qui est un grand neurologue français qu'on a malheureusement un peu oublié, qui lui-même, en tant que médecin, s'est observé à une phase où il a perdu l'usage de la parole, mais où, en tant que médecin, il s'observait et il se rendait compte que sa parole intérieure était préservée. Et donc là, a posteriori, il a récupéré ensuite le langage et il a pu écrire. Et voici son témoignage lorsqu'il a récupéré le langage. La pensée était toute prête, mais les sons qui devaient la confier à l'intermédiaire n'étaient plus à ma disposition. Je me retourne avec consternation et je dis en moi-même « Il est donc vrai que je ne puis parler ». Donc lui-même s'auto-observe comme ayant la possibilité de parler à l'intérieur de lui, mais plus de vocaliser. Et donc ces données-là subjectives par des questionnaires et puis des mesures qu'on peut faire sur des tâches où on demande à des personnes qui ne peuvent plus parler à voix haute, mais de juger si des images, des noms représentés par des images riment, donc des tâches de jugement de rime. Ça nous indique qu'en effet, chez certains patients qui ont une aphasie, il subsiste une endophasie, il subsiste un langage intérieur. Et donc ça nous offre des pistes thérapeutiques parce que si le langage intérieur est préservé, on peut faire travailler ce langage intérieur et de nouveau entraîner les réseaux du langage pour ensuite espérer que ça pourra contribuer à compenser la lésion et retrouver des nouveaux circuits pour que le langage puisse se produire de nouveau à voix haute. Et donc ça, c'est des pistes qui ont été un petit peu explorées, notamment par une jeune orthophoniste qui s'appelle Julie Maillard, qui entraîne ses patients aphasiques à produire du langage intérieur et elle observe qu'effectivement, ils ont une meilleure récupération du langage à voix haute. Et quand on a une surdité, quand on parle en langue des signes ou quand on utilise la langue française parlée complétée, comment ça se passe dans la tête? Alors là, pareil, quand on fait des questionnaires, quand on fait de l'introspection, on observe que les personnes rapportent que dans leur tête, elles vont avoir des représentations gestuelles, visuelles. Les mots intérieurs sont associés à leurs signes plutôt qu'à leurs sons. Et on a des tests pour ça. On peut aussi l'objectiver, c'est-à-dire qu'on demande à des personnes de mémoriser des listes de mots. Et là, si je vous fais mémoriser une liste de mots et que je vous fais rappeler cette liste après, s'il y avait le mot « noix », par exemple, vous allez vous tromper et me dire qu'il y avait « bois ». Et effectivement, « noix » et « bois », ça sonne quand même un petit peu pareil. Donc les erreurs qu'on fait quand on parle à voix haute, elles portent sur les sons, elles portent sur la forme sonore. Eh bien, en langue des signes, les erreurs qu'on va faire, elles portent plutôt sur les propriétés visuelles des signes eux-mêmes. Et donc, on va faire un exemple et profiter qu'il y a une personne qui signe aujourd'hui.
Et donc, si dans la liste de mots, il y avait le mot arbre, vous voyez arbre, eh bien, quand on demande à des personnes sourdes de retenir une liste et qu'il y avait ce mot-là, bah, parfois, elles vont dire qu'il y avait le mot midi. Parce que arbre et midi, ça se signe de façon assez proche. D'autres erreurs qu'on voit, c'est que les erreurs, elles vont aussi dépendre de la longueur du signe et non pas de la longueur du mot, comme c'est le cas quand on parle oralement. La suppression manuelle et non pas la suppression orale va perturber la performance. C'est-à-dire que moi, si je vous fais retenir une liste de mots et puis qu'en même temps, je vous demande de dire 1, 2, 3, 4, 5, ben, le fait d'avoir parlé, ou même si c'est ma, le fait d'avoir dit ma, vous allez moins bien retenir la liste de mots. Et en langue des signes, si pendant que vous devez retenir une liste de mots, je vous fais utiliser votre main, vous allez avoir des difficultés pour retenir cette liste. Donc tout ça, ça nous indique qu'effectivement, dans l'endophasie en langue des signes, elle passe par des représentations manuelles, visuelles. Pardon. Et puis, on peut aussi faire de la neuroimagerie. Et donc là, il y a quelques études. On a déjà parlé de celles-ci, les études en électromyographie. Donc, quand on met des capteurs sur les muscles du doigt, on va observer une activation dans le doigt lorsque les personnes signent intérieurement. Et puis, en neuroimagerie, on observe aussi des réseaux cérébraux qui sont activés et qui correspondent bien à cette langue intérieure, ce signe intérieur. Donc, on a bien une implication du système du langage quand on signe, et ça évoque des sensations plutôt dans les mains. Pardon. Alors, on a parlé des différentes formes de langage intérieur, de ces différentes variations, et on pourrait aussi s'interroger sur les moments où l'endophasie dysfonctionne. Et là, on va voir 3 cas, les hallucinations auditives verbales, les ruminations et puis la glossolalie. Je vais aller un petit peu rapidement, mais juste pour vous dire que c'est important aussi de travailler, de rechercher, d'explorer, de continuer à creuser ce phénomène de l'endophasie, parce qu'en fait, il peut avoir des conséquences néfastes. Le premier cas, ce sont les hallucinations auditives verbales. On peut considérer le fait d'entendre des voix comme étant en fait de la production de paroles intérieures, mais qui est devenue non intentionnelle complètement et qui est attribuée à une source externe. Ça, c'est l'hypothèse en neurosciences. Les hallucinations auditives verbales, elles sont fréquentes dans la schizophrénie, mais pas uniquement. Dans d'autres troubles psychiatriques, notamment les troubles bipolaires, elles sont fréquentes aussi dans la maladie de Parkinson, par exemple. Et donc, dans ces situations-là, dans ce type de troubles psychiatriques ou neurologiques, souvent le contenu des hallucinations est en plus négatif, insultant et va être perturbant pour la personne qui les vit. Donc c'est pour ça que c'est important de mieux comprendre pour pouvoir soigner les personnes qui vivent ce type d'hallucination. Il faut savoir que entendre des voix, ça n'est pas toujours synonyme de maladie mentale ou neurologique. On peut entendre des voix et on estime qu'environ 10% de la population générale sans trouble entend des voix. Donc ça arrive fréquemment quand on est... Enfin, fréquemment. Ça peut arriver à l'endormissement ou au réveil. Ça peut arriver quand on est en situation de privation sensorielle. Les marins en mer, là, ceux qui sortent du Vendée Globe, souvent ils disent qu'ils ont eu des hallucinations. Donc c'est un phénomène qui peut nous accompagner. Chez certaines personnes, c'est même vécu comme étant une expérience très positive, avec le sentiment qu'un esprit, un dieu, un ange... est en train de s'adresser à soi, et avec aussi ce sentiment que c'est comme quelqu'un qui va nous donner des indications pour notre vie au quotidien. Donc, les hallucinations auditives verbales ne sont pas toujours négatives, n'ont pas toujours un impact négatif dans la vie des personnes, mais dans certains troubles, c'est le cas, et du coup, c'est important que la recherche se concentre aussi sur mieux comprendre et mieux remédier à ces hallucinations. Un autre trouble du langage intérieur, c'est ce qu'on appelle les ruminations mentales verbales. Et donc ça, c'est une forme d'endophasie, donc de langage intérieur, qui est répétitif et négatif. On le vit tous quand on a eu un échec, quand une conversation s'est mal passée, quand on a raté un examen, on va
revivre la situation et puis la rejouer en l'améliorant, en trouvant des meilleures répliques ou en se disant « mais ouais, ça c'est vraiment terrible et j'y arriverai jamais, de toute façon je suis nulle ». Et donc ce sentiment-là de rabâcher une idée négative, ça peut durer quelques heures, parfois quelques jours, mais en général au bout d'un temps ça s'estompe. Mais il se trouve que chez certaines personnes, et on ne comprend pas encore très bien pourquoi, la rumination peut s'emballer et vraiment continuer et être maintenue pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Et parfois, c'est un précurseur de troubles plus envahissants, notamment de la dépression ou des troubles anxieux. Donc là encore, il y a un besoin de recherche dans ce domaine pour mieux comprendre cette forme d'endophasie qui est non intentionnelle. On ne décide pas de ruminer et qui a des conséquences parfois néfastes puisque ça va entraver la cognition, ça va entraver nos performances ou nos interactions au quotidien. Et une troisième forme qui est un peu plus rare, c'est la glossolalie, on l'appelle aussi la jargonaphasie. Ça, c'est le fait de parler ou entendre dans sa tête une langue imaginaire. Et donc ça, c'est une forme de parole intérieure qui est atypique, avec ce qu'on appelle un jargon phonémique, c'est-à-dire des sons qui ont l'air d'être produits sans être vraiment contrôlés. Parfois, c'est sur le plan sémantique aussi que le contrôle est absent. Et là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à mieux explorer. D'où vient cette absence de contrôle avec le sentiment que finalement, on peut parler cette langue imaginaire comme si finalement on la contrôlait. Donc c'est un cas d'endophasie intentionnelle mais mal contrôlée. Alors pour finir, je vais finalement revenir sur le fait que sur ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord la nature de l'endophasie. C'est important de se rappeler que la parole intérieure, ça n'est pas toujours une voix. Le langage intérieur va varier selon les individus, selon les situations, selon les contextes. On a cette sensation de petite voix dans la tête qu'on peut penser universelle, elle ne l'est pas. Il y a des personnes qui présentent ce qu'on appelle une aphantasie auditive verbale, qui n'ont pas de sensation de voix et qui auraient donc cette endophasie sous forme toujours condensée. Et puis, chez les personnes avec une aphasie non fluente, là, on peut avoir une voix intérieure qui est partiellement présente, préservée, mais pas toujours. Il y a des patients qui n'ont pas cette possibilité de parler intérieurement. Et puis, les personnes sourdes qui parlent en langue des signes, là, l'endophasie va être parfois développée et elle va pouvoir prendre une forme gestuelle et visuelle sous la forme de signes, de gestes manuels ou de gestes faciaux. On a vu ensemble aussi les fonctions de l'endophasie, donc je vais les résumer. L'endophasie, elle contribue à la communication, à la cognition et à l'autonoèse. Elle nous permet de préparer, de simuler, d'améliorer nos échanges avec autrui. Elle nous permet de raisonner, de se focaliser sur nos pensées, sur nos tâches en cours. Mais elle nous permet cette fonction importante d'autonoèse, c'est-à-dire se focaliser sur soi-même, d'entrer en contact avec soi-même, de mettre des mots sur ses sensations, ses émotions, et donc de mieux se connaître. Elle nous permet de clarifier, de renforcer nos intentions, nos résolutions, et donc de se connaître, mais aussi de se construire, et puis de se raconter sa journée, sa semaine, son passé, donc de nourrir ce fameux soi narratif. Elle nous permet de s'auto-réguler, de s'auto-consoler, de s'auto-encourager. Elle nous permet de se soigner soi-même. L'endophasie, elle peut être aussi parfois ultra condensée, avant même d'avoir le mot ou la phrase bien déployée. Et donc dans ces formes pré-verbalisées ou verbalisées mais un tout petit peu, peut-être qu'on approche là de cette notion d'intuition qu'on évoque souvent en philosophie. Et peut-être qu'on pourrait se dire que écouter son intuition, ce serait laisser se déployer un contenu sémantique, une endophasie pleinement dilatée avec les mots et les sons peut-être. Autre chose importante, l'endophasie, elle n'est pas... j'ai dit qu'elle servait à beaucoup de choses, mais elle n'est pas finalement universelle. Est-ce que tout le monde se parle dans sa tête en permanence comme s'il y avait une petite radio? Non. Le langage intérieur, c'est un soutien à la communication, la cognition, l'autonoèse, mais il y a des personnes qui font autrement. Alors, on a le fameux questionnaire de Georges Saint-Paul avec une personne qui disait « Je pense rarement avec des mots ». Mais on a aussi le témoignage d'Albert Einstein lui-même qui disait « Les mots et le langage, écrits ou parlés, ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée.
Les entités psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont certains signes ou des images plus ou moins claires qui peuvent à volonté être reproduits et combinés. Donc lui, il arrivait à combiner des images, des espèces d'entités abstraites, mais ce n'était pas des mots. Et ensuite, il traduisait sa pensée aux autres en utilisant le langage. Mais donc ça nous indique qu'on peut avoir des formes de pensée qui ne passent pas par le langage. Et le langage intérieur n'est donc pas dédié prioritairement à la cognition. Et on peut montrer que dans certaines situations, la performance cognitive, le raisonnement peut être entravé même par le langage. Ça, c'est une étude qui a été menée chez des participants d'origine asiatique. Et on a pu montrer que le fait de verbaliser, ça gênait chez ces participants-là le raisonnement, alors que chez des participants d'origine occidentale, là, au contraire, verbaliser aidait au raisonnement. Donc on voit qu'il y a des différences culturelles et que le langage n'a pas toujours ce rôle si important dans le raisonnement et la pensée. On sait aussi que la performance cognitive, donc, elle est possible sans le langage. Donc, dans l'aphasie de Broca, donc dans l'aphasie non fluente, il y a des personnes qui parfois n'ont plus le langage et qui peuvent quand même raisonner. Dans les surdités qui sont révélées tardivement parce qu'elles n'ont pas pu être repérées, et donc chez des personnes qui n'ont pas pu être exposées à une langue des signes quelconque, eh bien, il va y avoir des possibilités de tout à fait bien fonctionner, d'avoir des raisonnements, de mener sa vie sur le plan quotidien, alors qu'il n'y a pas cet accès au langage précocement. On a aussi des témoignages de personnes qui disent avoir des modes de pensée visuels, des modes de pensée non verbaux, qui peuvent être visuels, mais qui peuvent être aussi autre chose, kinesthésiques ou même abstraits, amodales. Alors tout ça, ça a des implications éducative et clinique, puisque cette sensation de voix dans la tête, si elle n'est pas universelle, ça veut dire qu'il va falloir adapter nos stratégies éducatives. On ne peut pas demander à un enfant qui a une aphantasie auditive verbale de lire dans sa tête tout seul, tout de suite, ou de compter dans sa tête. Il va falloir le laisser parler à voix haute ou bien signer. Et donc, dans les méthodes de rééducation, dans les différentes thérapies, prendre en compte le fait qu'il y a des personnes sans sensation de voix dans la tête, c'est important. Le fait aussi que tout le monde n'utilise pas le langage intérieur pour raisonner, ça aussi, ça peut être pris en compte dans l'éducation et dans la rééducation. L'endophasie, on peut aussi entraîner son contrôle, entraîner le fait qu'on peut s'empêcher de ruminer, par exemple. On peut aussi utiliser l'endophasie pour entraîner la voix haute, et ça, c'est dans le cas de l'aphasie, justement, essayer d'entraîner des personnes qui n'ont plus la possibilité de parler à voix haute. Parler intérieurement pourra peut-être les aider à récupérer la voix haute. Et puis, l'endophasie, on peut se dire finalement que c'est bien de l'entraîner juste pour elle-même, c'est-à-dire pour apprendre à s'écouter, apprendre à se parler et cultiver une endophasie bienveillante. Voilà, et ça a été exploré par Stéphanie Smadja notamment. Et puis là, je vous ai cité donc, ce bénéfice de l'écriture, du journal intime, qui est en fait une forme d'endophasie qui passe par la modalité écrite. Elle montre que ça renforce une parole intérieure consolatrice et ça va diminuer la parole intérieure ruminative. Et là, je vous ai mis l'ouvrage de Hugo Poeto qui s'appelle Ma différence. C'est un enfant, c'est un jeune adulte maintenant, qui n'a pas la possibilité de parler à voix haute, il ne peut pas s'exprimer à voix haute. Et il a trouvé l'écriture comme étant une forme de remédiation à cette absence. Et je vous recommande de le lire, c'est très beau ce qu'il écrit. Et c'est une personne qui n'a jamais parlé. Et on a d'autres situations de personnes, soit parce qu'elles ont différents troubles, et notamment des troubles moteurs, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer à voix haute. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une parole intérieure présente. Et puis, on a toujours ce problème de l'endophasie dysfonctionnelle. Et donc, dans certains cas, notamment la rumination, on a pu montrer qu'il y a certains bénéfices à détourner l'activité orofaciale pour empêcher la rumination. Donc, mâcher du chewing-gum, par exemple, ça a l'air d'aider lorsqu'on est pris par une ritournelle ou par une rengaine musicale ou quand on est pris par une rumination. Pour les hallucinations, il y a des pistes aussi qui sont explorées pour remédier à cette endophasie dysfonctionnelle.
Et donc en conclusion, je veux donc rappeler que l'endophasie peut être un soutien à la communication, la cognition et l'autonoèse, et que donc c'est nécessaire, c'est important de mieux décrire l'endophasie dans des populations variées, en ayant des mesures à la fois objectives, expérimentales, mais aussi introspectives, subjectives, pour bien connaître tous les cas possibles d'endophasie. Et puis, une des questions qui m'intéresse actuellement, c'est comment étudier le langage intérieur des personnes qui ont des troubles importants du langage et qui ne peuvent pas exprimer oralement ou gestuellement les choses qu'elles ont dans leur tête. Est-ce que ces personnes se parlent intérieurement pour raisonner, calculer, planifier, mémoriser, pour s'auto-réguler, pour s'auto-connaître? Et donc, il va falloir qu'on développe des tests adaptés pour diverses populations. Et je m'intéresse aussi à comment entraîner le langage intérieur chez les personnes qui ont des difficultés d'expression, donc notamment dans l'aphasie, et comment remédier à l'endophasie dysfonctionnelle, notamment les ruminations mentales et les hallucinations auditives verbales qui ont un contenu négatif. Et pour terminer, je voudrais remercier les financeurs de ces travaux, donc en particulier l'Agence nationale de la recherche, et puis vous parler du fait qu'on a des études en cours sur la fantaisie dans ses différentes modalités, auditives, verbales, mais aussi visuelles, et sur l'imagerie mentale en général et la voix dans la tête en général. Et donc, si ça vous intéresse, on a des questionnaires en ligne que vous pouvez faire, et vous avez le lien là qui s'affiche à l'écran. Et comme ça vous invite à contribuer et à faire avancer la recherche. Et puis, je remercie tous les participants à nos études, les collègues du LPNC, mon laboratoire, du GIPSALAB, du GIN, etc., un grand nombre de laboratoires avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, et puis les personnes qui ont organisé l'Agora des Savoirs et qui m'ont invité ce soir. Je vais terminer là. Merci de rendre à peu près simple un sujet complexe. Ce que vous avez décrit, finalement, c'est des états de conscience. C'est-à-dire on est dans un état où on est capable de conceptualiser, qu'on se parle à soi-même, au dialogue intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que vous avez fait des études, ou certains d'autres de vos collègues font des études sur les états d'inconscience? C'est-à-dire le rêve, par exemple. On se parle, on parle dans le rêve, on a l'impression de parler. Et dans les états de semi-conscience, c'est-à-dire provoqués par des excitants, des drogues ou autres. Dans le rêve, on peut être amené à parler à voix haute, à crier à voix haute. Donc c'est ce sujet sur lequel j'aimerais bien vous développer, si vous pouvez. Merci. Oui, je vous remercie pour cette excellente question. Vous avez dans cette salle un des grands spécialistes du langage dans les rêves qui s'appelle Ludwig Crespin, qui est chercheur associé à l'Université de Clermont-Auvergne, qui travaille à Montpellier. Et donc cette question-là, on l'explore en ce moment, justement, essayer de mieux comprendre ce que c'est que le contrôle du langage dans le rêve. Une des questions difficiles à régler, c'est le fait que quand on parle soi-même en rêve, on parle, on a le sentiment de contrôler ce qu'on dit. À l'éveil, parfois, on se rend compte que ce qu'on a dit dans le rêve était un petit peu particulier. Mais ce qui est vraiment troublant et difficile à expliquer sur le plan neuroscientifique, pour l'instant, on bute sur l'explication, c'est le fait que quand on est en rêve, on a des dialogues et qu'on a donc des personnes qui s'adressent à nous et qui nous parlent. Et on a ce sentiment très fort que les personnes qui nous parlent ne sont pas contrôlées par nous-mêmes. Et on a ce sentiment que parfois les personnes vont être surprenantes, vont dire des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc on est dans des situations dans le rêve dans lesquelles on va avoir un langage qui est à la fois contrôlé quand nous sommes le personnage principal et que nous produisons les énoncés, et puis complètement avec le sentiment qu'il n'est plus contrôlé lorsque autrui s'adresse à nous dans le rêve. Et donc là, on a cette fluctuation d'agentivité, de sentiment d'être l'auteur du langage, qui reste un hic sur lequel on bute en neurosciences. Et donc on est un petit peu dans le cas de l'hallucination. Dans l'hallucination, la personne parle et parfois répond aux voix qu'elle entend. Donc là aussi, il y a une sorte de défaillance entre je parle en étant la personne qui parle, et puis j'invente une voix, mais je ne me rappelle plus que j'ai inventé cette voix, je perds le contrôle de cette voix. Actuellement, pour expliquer l'entente de voix quand on est en hallucination, on a cette hypothèse qu'il y a
une perte de continuité, une perte de transmission entre les signaux qui sont générés par le cortex frontal, qui vont vraiment générer le signal et déclencher la production de parole, et puis le cortex auditif qui entend la voix et qui traite la sensation. Il y a une sorte de déconnexion frontotemporale qui fait qu'on perd le sentiment d'avoir été à l'initiative. Mais ce qui est étonnant dans le rêve, c'est qu'on est en train d'halluciner tout en étant au contrôle et tout en étant en train de parler soi-même. Donc voilà, là c'est un des cas passionnants qui va nous faire avancer sur la notion d'agentivité et d'intentionnalité dans le langage. Ouais. Et avec les drogues, alors là, là, on va avoir effectivement des états du cerveau qui sont modifiés, et notamment, on peut imaginer qu'il va y avoir des activations des régions du contrôle, du contrôle exécutif, de l'inhibition, donc de toutes les régions frontales et préfrontales qui peuvent être dans un fonctionnement un petit peu particulier et qui vont faire qu'on régule un petit peu moins bien les productions internes. Et donc, c'est là qu'on peut avoir des productions endophasiques qui sont moins bien contrôlées sur le plan de la syntaxe, mais qui peuvent l'être aussi moins bien sur le plan de la phonologie. Et donc, on va pouvoir avoir des productions qui vont être des charabia pour les personnes qui nous écoutent, ou soi-même, où on peut avoir des associations sémantiques qui ne sont pas les mêmes que celles qui seraient dans un état de pleine conscience, on va dire. Et là, qui nous montre à quel point notre lexique mental, nos associations mentales, elles sont complexes, et ça peut renseigner aussi sur comment est organisé notre lexique mental et notre syntaxe mentale. Donc c'est des cas très intéressants. La difficulté, c'est que pour étudier ça de façon scientifique, il faut avoir des données. Et donc ça veut dire interroger les personnes sur ce qu'elles sont en train de vivre alors qu'elles sont sous drogue. Donc c'est plus complexe. Pour le cas du rêve, on a des données intéressantes par les récits a posteriori et par l'étude des répliques dans les rêves qui peuvent, si on réveille les personnes, et si elles sont réveillées par un réveil ou par une personne extérieure, on peut leur demander immédiatement de rappeler la réplique en question. Donc c'est assez proche, ça peut être assez proche de ce qui a été vraiment rêvé. Donc on peut avoir quelques données. Et l'intérêt de se pencher sur le langage dans les rêves, c'est que justement, ça va vraiment être sous forme verbale, et on va pouvoir avoir ce qui s'est dit vraiment tel que ça a été dit. Donc c'est des cas où on a besoin de plus de données, effectivement. Plus de mesures. Allô, vous m'entendez? Oui. Donc je vous remercie beaucoup, parce que moi, ça fait effectivement dans ma tête, j'entends souvent des voix, j'ai l'impression de parler toute seule. Et je trouvais ça plutôt un peu inquiétant ou embêtant. Au contraire, je comprends que c'est parfaitement normal. Et donc c'est bien, merci. Et autrement, il me semble que ce monologue intérieur s'interrompt par contre quand on parle soi-même. C'est-à-dire quand on parle à du public, quand on ne peut pas être en même temps en parole intérieure et en train de s'exprimer, surtout quand on parle longtemps à des gens. Voilà. Donc voilà, ce qui peut-être vous n'avez pas développé, si cette parole intérieure, elle est permanente, elle dure sur certains temps, elle est seulement quand on est tout seul. Comment ça se passe quand on est en interaction avec les autres? Donc j'aimerais peut-être que vous développiez un petit peu ces points-là, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci de cette question. Et donc là, ça a trait à cette notion du fait, à cette notion des flux mentaux qu'on a en permanence. Et nos flux mentaux, ils peuvent parfois être... on peut avoir plusieurs flux mentaux qui se superposent. On a longtemps dit qu'on ne pouvait faire qu'une seule chose à la fois mentalement, et en fait, ce n'est pas vrai. Il semble qu'on puisse mener de front plusieurs activités mentales. Et donc, c'est le cas qu'on a pu le voir quand on lit un texte. On va lire et en même temps, on a en arrière-plan toutes nos préoccupations du moment, toutes nos sensations corporelles du moment, et elles vont pouvoir faire surface.
Et donc on a des moments où on va basculer de ce qu'on est en train de faire, la tâche en cours, notre préoccupation mentale en cours, et puis une autre qui va prendre le dessus. Et on a donc ces oscillations d'un flux à l'autre. Et effectivement, quand on parle à voix haute, on a le sentiment qu'on ne peut pas parler en même temps dans sa tête, mais il y a quand même de temps en temps, peut-être dans nos hésitations, va surgir le fait que la petite parole intérieure qui est derrière peut revenir. Alors cette idée qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, nous on l'a utilisé, les linguistes, les psycholinguistes l'utilisent pour vérifier qu'une tâche implique bien le langage intérieur. Et donc, pour vérifier qu'une tâche implique le langage intérieur, on demande à des personnes de résoudre un problème, par exemple, et en même temps, on leur fait dire ma. Et on se rend compte que le fait de dire ma fait qu'on résout moins bien le problème. Donc, ça veut dire que, en effet, ça, pour nous, c'est une preuve que la résolution de problème passe par le langage. Mais en fait, ça diminue les performances, mais ça les empêche pas. Et donc, il semble qu'en effet, on peut parler à voix haute en ayant en arrière-plan un petit peu notre endophasie qui est comme atténuée, avec juste peut-être les bribes et une forme condensée d'endophasie. Mais de temps en temps, elle va ressurgir. Et c'est ce qui arrive quand on est en situation de dialogue, par exemple, où on va parler, on va écouter son interlocuteur, mais en même temps que l'interlocuteur parle, on va aussi se mettre à parler dans sa tête. Et puis pendant que soi-même on parle, on se dit « Ah mais il ne faut pas que j'oublie cette idée-là » et vite. Et donc il y a cette possibilité d'avoir plusieurs flux mentaux et ça c'est intéressant d'essayer de mieux creuser ça. Quand est-ce qu'une tâche, un flux mental passe au-dessus de celui qui est en cours, quoi. Bonsoir. Je m'interrogeais si vous constatiez des évolutions selon l'âge des personnes. Et deuxième volet à ma question, entre des personnes qui seraient créatives, artistes, ou des personnes qui seraient beaucoup plus scientifiques, constatez-vous aussi des potentialités intérieures différentes? Alors oui, la question de l'âge, elle est très intéressante. Et on va peut-être parler là de développement. Alors, tout au long de la vie, il va y avoir une endophasie qui prend des formes différentes. On a longtemps dit que les enfants ne parlaient dans leur tête qu'à partir de 6 ou 7 ans. Donc ça venait des travaux d'un grand psychologue soviétique qui s'appelait Vygotsky, qui avait observé beaucoup de jeunes enfants, et il observait qu'effectivement jusqu'à l'âge de 6 ans, ou même après, on observe les enfants se parler, mais se parler à voix haute. Et donc, si vous observez des tout-petits, ils vont jouer, puis vous allez les voir faire tous les dialogues du jeu, tout ça à voix haute, alors qu'il n'y a personne autour. Donc, c'est du langage qu'on appelle égocentrique ou du langage privé, qui est pour soi-même, mais à voix haute. Et selon Vygotsky, il y avait comme un processus graduel d'internalisation du langage qui fait que petit à petit, on l'internalise, et puis quand on est adulte, on va avoir le langage intérieur complètement intériorisé sous sa forme pure, de langage intérieur dans une forme purement sémantique. Ça a été remis en question par des travaux récents de psycholinguistes à Paris, ou puis même d'autres ailleurs en Grande-Bretagne, qui ont montré que les tout-petits, les nourrissons, ont déjà des formes de langage intérieur. Et donc ça, c'est une expérience que j'aime beaucoup parce que c'est très astucieux. Donc on présente à des tout-petits entre 20 et 24 mois des images sur un écran. Et donc on va voir l'image d'un chat qui apparaît à l'écran. Puis on entend « chat ». Puis ensuite, il y a 2 boîtes vides et le chat, il part dans la boîte de gauche. Puis après, on va voir l'image d'un toboggan. On entend « toboggan » et le toboggan, il part dans la boîte de droite. Et ça, c'est répété un grand nombre de fois. Et à chaque fois qu'il y a un mot court, c'est-à-dire de une syllabe, il va partir d'un côté dans la boîte de gauche, et puis les mots longs, ils partent dans la boîte de droite. Donc, une fois que les enfants, les tout-petits, ont appris ça, on va leur montrer une image sans le son. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit anticiper. Et donc, s'il y a l'image d'un escargot, par exemple, c'est un mot long, on leur dit pas escargot, ils voient juste l'escargot et ils regardent dans la boîte de gauche. Donc, à 2 ans, à 24 mois, il est déjà possible
juste avec une image, d'évoquer la forme sonore du mot, ce qui nous indique une forme de parole intérieure, même si elle est très frustre, c'est quand même une évocation intérieure des mots. Donc on en est revenu à cette idée, et finalement il y a la possibilité chez le jeune enfant de produire du langage dans sa tête, mais cette possibilité n'est pas toujours utilisée. C'est pas parce que je peux parler dans ma tête que je vais le faire, et donc on observe des jeunes enfants qui parlent à voix haute et qui s'inhibent pas, et petit à petit, en fait, ils vont apprendre à inhiber. Et effectivement, on sait aussi que le cortex préfrontal, qui contient ces régions inhibitrices, il va se développer assez tardivement, et donc c'est naturel que l'enfant s'inhibe peu. Et ce qui est intéressant en lien avec votre question, c'est que chez la personne âgée, on va aussi avoir, avec l'âge, une diminution de l'inhibition, et avoir tendance à observer plus de personnes qui se mettent à reparler à voix haute, alors que c'est pour elles-mêmes, alors qu'elles sont seules ou même en présence d'autres personnes. Donc l'endophasie, voilà, elle va varier au cours de la vie, avec des phases où elle est plus extériorisée que d'autres. Et c'est intéressant. Et donc votre deuxième question, c'était le lien avec la créativité. Est-ce que les personnes plus créatives parlent plus dans leur tête ? Pour l'instant, dans nos questionnaires, c'est très variable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes très créatives qui, effectivement, ont comme une radio des productions mentales en permanence. On a parlé tout à l'heure de Maëlys de Kerangal. Alors, je vous invite à lire son dernier livre, qui est « Jour de ressac », qui est en fait un roman d'endophasie. C'est un monologue intérieur du début à la fin, et c'est très beau parce qu'elle rend très, très bien compte des fluctuations de notre espace mental. Et donc, elle, quand je l'ai interrogée, oui, elle a une voix intérieure très, très foisonnante. Mais il y a aussi des artistes qui sont très créatifs et qui, finalement, utilisent d'autres formes d'expérience intérieure que le langage. Et ça va être plus visuel, plus sensoriel. Et donc, ouais. Donc, il y a de la variabilité, là encore, et on ne peut pas vraiment cataloguer. Bonsoir, merci beaucoup pour vos recherches et c'est très intéressant. Donc j'ai une question sur la méditation qui pourrait être en lien avec vos recherches, et j'aimerais savoir si il y a déjà eu des liens qui ont été faits entre les effets bénéfiques de la méditation et justement les éléments scientifiques que vous avez mis ce soir en lumière. Donc déjà ça en premier. Et en deuxième, j'aimerais revenir sur l'exemple que vous avez donné entre les Asiatiques et les Occidentaux. Et j'aimerais savoir s'il y a eu des suppositions qui ont été faites pour justement mettre en lien, justement vous parliez des éléments culturels qui différencient les Asiatiques et les Occidentaux. Est-ce qu'il y a des suppositions qui ont mis en lien justement le travail, justement le rapport au travail qu'on a en tant qu'Occidentaux, par exemple le stress, etc., qui peuvent nous couper de nous-mêmes, et les Asiatiques qui sont en avance sur nous, sur tout ce qui dit méditation, développement personnel, je dirais, qui sont un peu à la mode aujourd'hui, mais voilà. Est-ce que ça met en lien justement le fait qu'ils arrivent à mieux intérioriser le soi, justement, avant le langage, et nous, le contraire, vu qu'on est coupé de nous-mêmes, c'est une supposition. Voilà, merci. Merci pour cette question très intéressante. Alors, sur la méditation, oui, il y a des études scientifiques sur la méditation et sur ses apports, ou sur les réseaux cérébraux qui sont en lien avec la méditation, qui est quand, chez les personnes méditantes de haut niveau, il y a effectivement des oscillations cérébrales et des réseaux cérébraux particuliers liés à l'état méditatif. Et chez les grands méditants qui arrivent en effet à atteindre des états où l'endophasie est très réduite et où il va y avoir la possibilité d'observer ces pensées et de les laisser flotter et de ne pas s'accrocher sur ces pensées, il semble que effectivement ça peut avoir des effets bénéfiques sur l'état émotionnel en général et l'état de concentration. Il y a beaucoup de travaux sur ça, sur l'état de focalisation interne et de concentration que ça peut apporter.
Mais oui, voilà, donc ça, il faut, si ça vous intéresse, il faut aller voir des différentes équipes, notamment Antoine Lutz à Lyon, qui a beaucoup travaillé sur cet état-là, ces différents états de conscience en lien avec la méditation. Et sur les différences culturelles, c'est aussi une excellente question. En fait, c'est une question que s'est posée une chercheuse américaine qui s'appelle Kim, qui est elle-même d'origine asiatique. Et elle a, je crois qu'elle vient de Corée, mais je ne suis pas sûre. Elle a fait l'hypothèse que culturellement, il y a un rôle vraiment différent du langage dans différentes cultures. Et dans la culture occidentale, le langage, il a un rôle très important dans la philosophie en général, mais aussi dans les religions. Spirituellement, le langage est important dans la religion judaïque ou chrétienne, ou aussi dans l'islam. Il va y avoir ce rôle important du verbe et du lien avec Dieu. Dieu est incréé dans l'islam, et dans la religion judaïque et chrétienne, il va y avoir le lien fort entre au commencement était le verbe, donc avant tout il y a le langage. Et cette notion-là, elle va perdurer finalement dans la philosophie pendant longtemps, et elle est encore là présente. Le langage, il est très important. On commence en ayant cet effort de vouloir apprendre à lire à son enfant, à lui lire des histoires, à vraiment nommer les choses. Et elle a observé que dans les traditions asiatiques, le langage avait moins ce rôle prépondérant. Et dans les histoires racontées aux enfants, on va plus nommer des actions que des choses. On va moins mettre des noms aux choses. Elle a observé un grand nombre de différences, et c'est ça qui l'a poussée à explorer cette idée de vérifier que, expérimentalement, dans le raisonnement, on utilise plus ou moins le langage quand on est d'origine asiatique ou d'origine américaine. La notion de méditation aussi, où il y a vraiment cette volonté de diminuer les pensées sous forme verbale, ça l'a conduit à ça. Et donc ce qu'elle a fait, et qui était très astucieux, c'est qu'elle a mené son étude aux États-Unis avec des participants qui étaient dans une même ville, qui étaient nés aux États-Unis, mais certains étaient dans des familles d'origine américaine, européenne, et d'autres dans des familles d'origine asiatique. Et chez ces deux groupes de participants, elle a effectivement montré des différences sur les tâches de raisonnement, chez les participants d'origine américaine, européenne, une tendance à avoir besoin du langage pour résoudre des problèmes, et au contraire, chez les participants d'origine culturelle asiatique, une moindre utilisation du langage. Alors peut-être que tout ça, en effet, ça va avoir des bénéfices, et ça va peut-être changer la façon dont on gère le stress au quotidien. Ça, je ne sais pas, mais voilà, il y a des travaux dans ce domaine-là sur les différences culturelles. Ouais. Bonsoir, merci pour votre intervention très intéressante. On pourra avoir de nombreuses questions. Je vais les grouper en 3. La première, plurilinguisme. Deuxième, traduction simultanée. Et troisième, la vie hyper digitalisée. Donc, il y a plusieurs langues qu'on peut parler. J'en parle 6. Il y a traduction simultanée que je fais des fois, donc on a plusieurs pensées. Et la hyper digitalisation, où on écrit même pas les mots maintenant dans les systèmes scolaires. Donc, est-ce qu'il y a un bouleversement qui pourrait être beaucoup plus important qu'on le pense à l'instant. Donc, voilà. Et je pense aussi de personnes qui parlent pas une langue maternelle, notamment la langue de la recherche. Donc, il y a, je pense, beaucoup de choses qui avancent un peu plus vite peut-être que la recherche. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci. La question du plurilinguisme en endophasie, elle est très intéressante. Il y a une chercheuse américaine d'origine russe qui s'appelle Aneta Pavlenko, qui a écrit un livre qui s'appelle The Bilingual Mind, que je vous recommande, où elle a vraiment essayé dans toute sa carrière, elle a travaillé sur cette notion d'endophasie dans plusieurs langues. Que se passe-t-il dans la tête d'un plurilingue ou d'une plurilingue? Et elle montre qu'effectivement, en fonction des situations, on va utiliser une langue plutôt qu'une autre, en fonction du contexte. On voit que, notamment chez les personnes qui ont émigré dans un pays, il va y avoir une utilisation de l'endophasie qui va
varier en fonction de quoi on parle et qu'est-ce qu'on évoque mentalement. Et si on évoque un souvenir qui se passait dans le pays d'origine, il va être dans la langue d'origine, et puis un souvenir récent, il va être dans la nouvelle langue. Donc elle s'est intéressée à ces différentes fluctuations et sur l'impact que ça peut avoir aussi sur les émotions, sur la cognition, parce que le langage influence aussi la pensée, et la pensée influence le langage, mais c'est dans les deux sens. Donc un très bon exemple d'une linguiste qui s'appelle Lena Boroditsky, c'est l'utilisation du genre dans les langues. En espagnol, un pont, c'est comme en français, c'est le pont, el puente. Et en allemand, un pont, c'est die Brücke, et die, c'est un article féminin. Et donc, elle a demandé à des participants allemands de qualifier des ponts. Et donc là, les Allemands ont dit qu'un pont, c'était élancé, élégant, fin. Et puis, les participants d'origine espagnole, ils ont dit qu'un pont, c'est solide, c'est robuste. Et donc, notre conception des objets va être influencée par la langue qu'on parle. Et donc ça, c'est un exemple pour rire, mais il y a d'autres situations où on montre qu'effectivement, il va y avoir une perméabilité entre pensée et langage. Et donc, chez un plurilingue, quand il pense à un pont, est-ce qu'il le pense comme féminin ou masculin ? Ou les émotions elles-mêmes. Pavlenko a beaucoup travaillé sur les émotions, parce qu'en tant que Russe, elle avait un vocabulaire très développé pour exprimer les émotions. Et puis, arrivé aux États-Unis, c'était pas tout à fait calcable, les émotions. Et puis, il y a des émotions qui existent dans une langue et pas dans une autre. Et donc, le plurilingue va avoir à sa disposition ces différentes émotions, mais surtout, au moment où il parle, il va du coup ressentir les émotions un petit peu différemment, et la langue qu'il est en train de parler dans sa tête va aussi modifier sa perception. Donc tout ça, c'est vraiment des travaux qui sont très intéressants. Et Pavlenko, elle parle aussi des situations d'allophonie, c'est-à-dire au moment où on arrive dans un pays où on ne parle pas encore la langue. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel on doit plus travailler en tant que chercheur, c'est que elle s'est appuyée sur des témoignages d'un grand nombre de personnes, et en particulier de Eva Hoffman, qui a écrit Lost in Translation, qui a fait un film d'ailleurs, mais cet ouvrage-là, je vous invite à le lire, il est vraiment très intéressant, et elle parle en tant que... C'est autobiographique, elle raconte que quand elle a eu, à l'adolescence, vers 13 ans, sa famille qui était en Pologne a émigré aux États-Unis. Et elle est arrivée aux États-Unis, et là, elle ne parlait pas la langue, elle l'a appris petit à petit. Mais elle dit qu'elle a eu quelques mois où son polonais, les mots de son polonais, n'étaient pas adaptés pour décrire ce qu'elle était en train de vivre aux États-Unis, parce qu'il y avait plein de concepts nouveaux, plein d'objets nouveaux. Et donc, elle n'avait pas les mots en polonais pour exprimer ce qu'elle vivait. Mais son anglais n'était pas encore assez développé pour pouvoir se parler. Et donc, elle disait, j'étais le soir avant de m'endormir, quand j'étais en Pologne, je me racontais des histoires, et là, je ne pouvais plus. J'étais dans une phase où les mots me manquaient. Et elle dit très précisément qu'elle a eu un sentiment de désintégration du soi. Donc, cette phase où le soi n'existe plus parce qu'il ne peut plus se raconter. Et donc là, ça nous invite aussi à reconsidérer la situation des personnes allophones, des personnes migrantes, qui arrivent dans un pays où non seulement elles ne partagent pas la culture, mais elles ne partagent pas la langue, et elles n'ont plus la possibilité de se raconter non plus. Et donc voilà, ça fait partie des recherches qui doivent être menées. C'est mieux soutenir l'autonoèse et l'autoconsolation des personnes qui ont une endophasie qui ne va pas être adaptée aux nouvelles situations vécues. Vous aviez parlé aussi de la traduction. Alors ça c'est passionnant aussi, parce qu'effectivement, quand on traduit, on est en train de mobiliser des éléments lexico-syntaxiques, parfois si on pense par exemple à l'allemand où le verbe se met à la fin, alors qu'en français il est au milieu, comment fait une personne qui est en train de traduire pour arriver à gérer ça, l'ordre des mots et les mots choisis et la syntaxe. Et là, ce qui est en train de se faire devant vous aussi, le fait de parler de traduire d'une langue qui est oralisée avec un son acoustique à une langue qui est signée spatialement et où il va y avoir des informations visuelles sur lesquelles il faut porter attention.
tout ça, ça demande des gymnastiques mentales qui sont assez impressionnantes. Donc moi, je voudrais bien être dans la tête de l'interprète en ce moment. Et je ne sais plus, vous aviez une troisième question que j'ai oubliée là. Ah, le numérique, oui, alors oui. C'est des grandes questions. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution sur le mode de la pensée, de ce que nous apporte le numérique et l'impact du numérique? Il y a des bénéfices dans le numérique. On peut effectivement avoir accès à un plus grand nombre d'informations, retrouver plus facilement certaines informations quand on se met à écrire et qu'on peut classer des documents, par exemple. On a plus d'informations aussi visuelles, on a accès à des vidéos, on a accès à des tas de modalités qui vont nous nourrir mentalement, mais qui peuvent aussi un petit peu monopoliser notre espace mental et laisser un petit peu moins de temps à de la réflexion et à une endophasie qui prend le temps d'analyser, qui prend le fait de se parler, d'avoir des moments de silence et de ne pas être accaparé par ce numérique, c'est important. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on apprenne à gérer ça, cette entrée du numérique dans nos vies mentales. Bonsoir, une question nous venant d'Internet. Avez-vous fait un lien entre des troubles éventuels de cette parole intérieure et des troubles 10 ? Oui, alors les troubles 10, on peut penser à la dyslexie, par exemple, la dysorthographie, la dyscalculie. Il se peut, et ça fait partie des hypothèses qu'on creuse actuellement, que certaines formes de dyslexie en particulier, c'est-à-dire des troubles de la lecture, troubles des apprentissages de la lecture, ou qui soient acquis ou développementaux, pourraient être liées à certaines formes d'imagerie mentale elle-même perturbée. C'est-à-dire qu'une personne qui a une aphantasie visuelle, qui n'a pas la possibilité d'évoquer mentalement la forme visuelle des mots, donc là, si je vous demande de penser au mot endophasie, peut-être que vous l'entendez, mais peut-être que vous le voyez écrit dans votre tête. Donc quand on peut voir écrit les mots dans sa tête, ça va être plus facile pour ensuite retenir l'orthographe. Et donc, une grande partie des dysorthographies ou dyslexies sont peut-être en fait en lien avec une aphantasie. Et donc là, c'est pour ça que c'est intéressant sur le plan d'éducation de se pencher sur ce phénomène, parce qu'il va falloir renforcer chez ces personnes-là l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, puisqu'il n'y a pas cette possibilité d'avoir cet appui mental. Et puis après, il y a dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, il y a des questions qui se posent, notamment dans les troubles du spectre autistique, où il va y avoir un lien avec le langage qui est parfois un petit peu différent, et où l'endophasie va être soit très présente, soit gênante, soit obsédante, soit au contraire peu présente et être une vie mentale qui va être plus chargée d'images visuelles ou de sensations. Donc là aussi, ça fait partie des pistes qu'on a besoin encore d'explorer. Dans les troubles de l'hyperactivité, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, là aussi, il y a quelques témoignages qui nous indiquent qu'il y a un lien aussi avec une endophasie un petit peu trop féconde. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner de conclusion parce qu'il n'y a pas de travaux à ma connaissance sur les liens entre endophasie et ces différents troubles-là, mais on peut imaginer évidemment qu'il va y avoir des particularités là. Allez, on prend une dernière question ici. Bonsoir, merci pour toute cette présentation. Je voulais savoir s'il y avait des études de fait sur les cerveaux des personnes qui sont, je dirais, hypersensibles ou HPE, ou je ne sais pas, plusieurs termes. À savoir, moi, on m'avait expliqué, par exemple, que personnellement, mon cerveau, il était en arborescence. Et en fait... c'est quelque chose qui n'est pas gérable, qui est de moins en moins gérable pour moi, de plus en plus épuisant. C'est-à-dire que même quand quelqu'un me parle, ça parle dans tous les sens. Et le souci, c'est d'être réveillée à 4-5 heures du matin, où là, je sais que je ne suis pas la seule, parce qu'autour de moi, il y a d'autres gens comme ça. Et là, les pensées qui ne s'arrêtent pas. Et je ne sais pas s'il y a eu des études de fait par rapport
à ça en lien avec la sensibilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien posé la question. Oui, c'est une excellente question. Nous, dans les entretiens qu'on fait avec différentes personnes, on a eu plusieurs fois ce témoignage-là, donc d'une endophasie très productive, très féconde, qui peut devenir gênante dans certaines situations. Cette endophasie, elle va prendre plusieurs formes. Parfois, elle prend la forme simplement d'un monologue avec des pensées à soi-même et sa propre voix. Il y a des personnes qui disent que cette endophasie, elle change de voix en fonction de ce qu'on est en train de se dire. Et il y a comme l'endophasie de la petite voix, la conscience de Jiminy Cricket qui est en train de commenter ce qu'on est en train de faire. Et puis l'autre voix qui va être plutôt rassurante. Et puis une troisième voix qui prend encore un autre personnage. Et donc, ces situations, enfin, ce type d'endophasie qui devient très envahissante, elle peut, on peut, quand ça devient vraiment perturbant au quotidien, ça peut être intéressant de se faire aider pour apprendre justement à la dompter, à la contrôler et à faire en sorte que l'envahissement soit moins prononcé. Mais ça, c'est facile à dire quand je suis là au micro devant vous au quotidien. Et quand on a cette forme de vie intérieure, c'est compliqué. Et pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas vraiment une bonne connaissance du sujet. Et l'endophasie qui nous travaille la nuit, les petites pensées ressassantes ou même imaginantes, créatives, là, c'est pareil. Il peut y avoir des exercices. Et là, c'est encore facile de dire ça aujourd'hui bien éveillé, alors qu'en pleine nuit, quand je le fais, mon exercice, j'ai du mal à le faire, mais il y a des exercices qui visent à essayer de relâcher la sphère orofaciale, parce que quand même, dans tout ce que je vous ai montré, il y a on voit que notre système moteur, il est engagé quand on parle dans sa tête. Pas toujours, hein, mais ça arrive que notre système moteur soit là quand on a fait l'exercice du haut et du me. On voit qu'il y a cette implication motrice. Et donc, si dans ces situations-là, on mobilise son appareil moteur, son appareil orofacial à faire autre chose, soit en se relâchant, soit en serrant les lèvres très fort, soit au contraire en les détendant, en faisant des exercices physiques et en se concentrant sur sa respiration, et ces exercices orofaciaux, ces exercices du visage, ça peut atténuer et ça peut faire que les pensées obsédantes nous envahissent. Mais oui, il y a besoin de travaux dans ce domaine, je suis d'accord. Merci beaucoup Hélène Levenbruck.